Début du chapitre du cours sur le calcul intégral. Donc on va traiter aujourd'hui le paragraphe 1, intégrale d'une fonction continue et positive. Alors l'intégrale d'une fonction continue et positive correspond à l'aire sous la courbe de cette fonction sur un certain intervalle. On a introduit cette notion avec l'activité 1 dans laquelle on cherchait à calculer l'aire sous la courbe de la fonction carrée sur l'intervalle 0, 1. On a déterminé cette valeur, cette R, en utilisant des suites adjacentes, UN et VN, et en déterminant donc leurs limites par un raisonnement par récurrence et un calcul ensuite de limites. Alors d'abord, qui dit R dit unité d'aire, enfin il faut définir une unité d'aire. Alors si on se place dans un repère orthogonal O, OI, OJ, on appelle K le point de coordonnées 1, 1. L'aire du rectangle OIKJ va définir notre unité d'aire. Unité d'aire, on le note UA. Par exemple, si OI égale 3 cm et OJ 2 cm, eh bien dans ce cas-là, une unité d'aire correspondra à 6 cm². Alors la définition, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB, ce qui se traduit par une courbe que l'on peut tracer sans lever le crayon, ça c'est la continuité, et qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, ça c'est la positivité. L'aire du domaine, délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b, cette aire exprimée en unité d'aire, on l'appelle l'intégrale de a à b de la fonction f. Et on la note de cette manière-là. Donc ce symbole se lit intégrale de a à b de f de x et on note dx. Alors, remarque, cette intégrale ne dépend que de a, b et de la fonction f. Il est indépendant du choix des unités sur les axes. Ensuite, a et b, on les appelle les bornes. Alors, ce sont les bornes de notre intervalle, mais on les appelle aussi les bornes de l'intégrale. Et x, c'est une variable muette. Elle n'intervient pas dans le résultat, c'est-à-dire que cette intégrale de a à b de f de x dx, je peux très bien la noter intégrale de a à b de f de t dt, ou encore intégrale de a à b de f de u du. C'est la même chose. Exemple, à l'aide des représentations graphiques, je vous demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Donc j'ai représenté la fonction qui à x associe x, donc la fonction identité, sur l'intervalle 0, 1. Voilà. L'intégrale de 0 à 1 de x dx correspond donc à l'aire sous cette droite sur l'intervalle 0, 1. Donc finalement, ça correspond à l'aire du triangle isocèle OIA. C'est un triangle isocèle rectangle en I. Donc cette aire, c'est 1 fois 1 sur 2, 1 demi. Deuxième exemple, avec une fonction affine, la fonction qui à x associe 2x plus 1. Donc là, j'utilise la variable t, je change. Sur l'intervalle 1, 3, cette fonction est continue et positive. L'intégrale de 1 à 3 de 2t plus 1 dt correspond donc à l'aire du domaine délimitée par l'axe des abscisses, la droite d'équation y égale 2x plus 1 et les droites d'équation x égale 1 et x égale 3. On constate que le domaine obtenu, c'est un trapèze. Je rappelle comment calculer l'aire d'un trapèze. Petite base plus grande base, multipliée par la hauteur, divisée par 2. La petite base, c'est IC, elle a pour longueur 3. La grande base, c'est AB, elle a pour longueur 7. Et la hauteur, c'est IA, elle a pour longueur 2. Ce qui me donne 3 plus 7 fois 2 sur 2, soit 10. Alors, sur la calculatrice, pour calculer une intégrale, vous allez donc dans le menu de calcul, dans Options, Calque, et vous avez ce symbole, intégrale, où vous devez donner donc la borne inférieure, la borne supérieure et la fonction dont vous demandez l'intégrale. Donc vous n'aurez pas cette écriture-là, hein. Moi là j'ai un écran d'une ancienne calculatrice. Vous aurez vraiment l'écriture avec la borne inférieure de l'intégrale en bas et la borne supérieure de l'intégrale en haut.
Deuxième paragraphe, encadrement d'une intégrale par la méthode des rectangles. Donc c'est la méthode qu'on a utilisée dans l'activité 1. Pour déterminer un encadrement de l'intégrale d'une fonction continue, monotone et positive sur un intervalle AB, alors monotone, vous verrez pourquoi, mais oui, non, pardon, je n'ai rien dit. On peut partager l'intervalle AB en n intervalles de même amplitude. Et cette amplitude, h, c'est b moins a sur n. Dans l'activité 1, c'était 1 sur n parce que l'intervalle b moins a, c'était l'intervalle 0, 1. Donc quand je partage l'intervalle 0, 1 en n intervalles, ils ont tous pour amplitude 1 sur n. Si je me place sur l'intervalle AB, ben, l'amplitude des n intervalles, c'est b moins a sur n. Donc sur chacun de ces intervalles, xk plus 1, l'aire sous la courbe est comprise entre l'aire de deux rectangles. Un rectangle qu'on appelle un rectangle inférieur, qui a pour hauteur f de xk, c'est-à-dire l'image de la borne inférieure de l'intervalle, et donc d'aire h fois f de xk, et l'autre rectangle qu'on appelle le rectangle supérieur, qui a pour hauteur f de xk plus 1, et pour largeur h, donc son aire c'est h fois f de xk plus 1. L'aire de la surface S sous la courbe peut alors être encadrée par la somme U des aires des n rectangles contenus dans S, donc les n rectangles inférieurs, et la somme V des n rectangles contenant S, donc la somme des n rectangles supérieurs. A et B sont les bornes de l'intervalle et n est le nombre de subdivisions. Alors on peut écrire un algorithme pour généraliser. Donc on est là, l'algorithme suivant nous permet d'obtenir cet encadrement donc par U et V dans le cas d'une fonction continue positive et croissante, ce qui était le cas donc de la fonction carrée dans l'activité 1. Alors, cet algorithme est écrit en langage naturel. H, donc H, c'est la largeur des petits intervalles. Donc on a vu H, c'est B moins A sur N. Donc H prend la valeur B moins A sur N. Ensuite, X, ça va correspondre à la borne inférieure du premier intervalle. Donc la borne inférieure du premier intervalle, ça va être A. Donc X prend la valeur A. Ensuite, U et V. U correspond à la somme des aires des rectangles inférieurs et V la somme des aires des rectangles supérieurs. On les initialise à 0. Pour k allant de 0 à n, U prend la valeur. Alors sur le cours que je vous ai distribué, il y a une erreur, j'avais marqué I, j'avais écrit I, c'est bien sûr U. Donc U prend la valeur U plus H fois f de x. Donc à chaque fois, U augmente de l'aire du rectangle suivant, donc H fois f de x. Ensuite, avant de calculer V, j'augmente X de H. Et V va prendre la valeur V plus H fois f de x. Autrement dit, au premier passage dans la boucle, X vaudra A. Donc U va prendre la valeur 0 plus H fois f de A. X va prendre pour valeur A plus H. Et V va prendre pour valeur 0 plus H fois f de A plus H. Donc je vais bien, au premier passage dans la boucle, U va prendre pour valeur l'aire du rectangle inférieur sur l'intervalle A plus H, et V va prendre pour valeur l'aire du rectangle supérieur sur l'intervalle A plus H, et ainsi de suite. Fin pour. Alors, je vous ai noté un petit point là, important, qui explique la notation, cette notation de l'intégrale, qui est due au mathématicien Leibniz, mathématicien allemand. C'est en fait, ce symbole, c'est un S majuscule qui est stylisé et qui illustre le fait que l'intégrale d'une fonction, elle peut être approchée par une somme d'aires de rectangles. Somme de i égale 1 à n des f de xi fois, alors ce qu'on appelle le delta xi, ça correspond à la largeur de nos petits intervalles en fait. Qui, plus n est important, plus ces largeurs sont petites.
D'accord? Et donc, le S, le S de la somme a été transformé en ce symbole, et le delta xi, qui correspond donc à la largeur de mes petits intervalles, eh bien, il correspond à ce qu'on a noté, ce qu'on note en fait dx dans l'intégrale. Voilà. C'est écrit là. F de x dx correspond à l'aire d'un rectangle de hauteur f de x et de largeur dx. Voilà pour le troisième paragraphe. Je vais attendre un petit peu.